Ben Lala, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors-série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lala, Lala. Alors, notre invité pour ce balado est Monsieur Pierre-Olivier Zappa. Alors, Monsieur Zappa est journaliste, présentateur à TVA Nouvelles et ses sujets de prédilection sont l'économie, la finance et les sujets d'enquête. Il a fait ses études à l'Université du Québec à Montréal, notamment pour sa maîtrise en communication politique et son bac en communication politique et société. Il aime fouiller, décortiquer, analyser, vulgariser et communiquer. Il a plus de 15 ans d'expérience en télévision et en communication publique. Il fait également la traduction simultanée à TVA et LCN lors de débats point de presse. Vous l'avez assurément entendu durant les élections américaines. Alors voici M. Pierre-Olivier Zappa. Ben Lala, hors série. Alors, on a la chance de recevoir un journaliste je dirais, d'une étoile montante au Québec, Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste à TVA. Donc, bonjour Pierre-Olivier, comment ça va? Bonjour Benoît, ça va très bien et toi? Bien, très bien. Merci d'avoir accepté cette participation-là à notre concept de hors-série. Donc, je suis avec Sylvain Carbonneau. Donc, Sylvain, comment ça va de ton côté? Moi, ça va très, très bien. Vraiment heureux de recevoir Pierre-Olivier parce que j'ai la chance de le voir tous les jours à la télé, mais de converser avec lui, c'est la toute première fois, un peu comme toi, Benoît. Donc, très fébrile, donc très heureux. Fait qu'on va y aller un peu de proximité. Tu sais, c'est un balado, on a la chance d'avoir cette latitude-là de temps, de type de questions. Et juste pour ceux qui écoutent actuellement, on a déjà parlé avec Pierre-Olivier, puis on a mis de côté un peu les monsieur, madame et ainsi de suite. Là. Donc, on va pouvoir s'amuser et avoir cette proximité-là avec Pierre-Olivier, dit Monsieur Zappa. Donc, je vais y aller avec notre première question. Vous êtes parmi les personnalités montantes de l'information au Québec. Comment qualifiez-vous votre parcours? Donc, d'où c'est que vous venez? Qui vous êtes, Pierre-Olivier? J'apprécie que vous me qualifiez d'étoile montante. Moi, je sais que je veux faire du journalisme depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mais avant de devenir journaliste, j'ai voulu aller chercher un bagage d'expérience dans plusieurs domaines. Moi, j'ai une formation en communication politique, j'ai une maîtrise en communication politique, mais avant de faire du journalisme, et puis ça fait à peu près 8 ans que je suis à TVA, j'ai été enseignant, un peu comme toi, Benoît, mais j'étais enseignant au secondaire. Donc, j'ai enseigné le français avec un brevet temporaire d'enseignement. J'ai fait de l'enseignement. J'ai fait du reportage vidéo en anglais pour CFCF, qui est devenu CTV, quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé dans des quincailleries, j'ai travaillé à la SAQ, j'ai été chargé de cours à l'université, enfin assistant à l'université. J'ai travaillé pour une chaire UNESCO, j'ai travaillé dans des centres de recherche et j'ai atterri à TVA il y a 8 ans maintenant. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on m'a confié le mandat de la couverture de l'économie. Avant d'atterrir sur cette magnifique patinoire de l'économie, j'ai été journaliste d'enquête pour l'émission JE. J'ai fait de la lecture de nouvelles pour l'émission matinale à LCN. Et parallèlement à tout ça, je fais de la traduction simultanée, qui est un peu mon dada aussi avec la couverture de l'économie. Cet engouement pour l'information, M. Zappa, c'est né quand? C'est apparu quand à l'âge de 5 ans? Qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que moi, c'est ça que je veux faire dans la vie? Disons que ma passion ne vient pas du laitier parce que mon père, lui, était caméraman. Il a été caméraman pendant plusieurs décennies. Il a toujours travaillé en télé, en information, mon père. Donc, j'ai grandi dans une salle de nouvelles. Lui travaillait
chez les anglophones, pour un réseau anglophone. Mais, tu sais, bon, dès l'âge de 2-3 ans, je me promenais dans une salle de nouvelles. Puis à l'époque, là, c'était l'époque des grands studios, des grandes productions, avec des budgets assez incroyables. Et disons que j'ai eu la piqûre dès mon enfance là, pour l'information, de voir à quel point ce travail-là était utile, était stimulant, nous plongeait dans des réalités quotidiennes différentes de jour en jour. Donc, j'ai eu la piqûre, je dirais, en suivant papa au travail quand j'étais jeune. Puis à partir de 5 ans, ben, je savais que je voulais faire ça dans la vie. C'est impressionnant de voir le lien avec le parcours et aussi je dirais le travail de journaliste, parce que c'est quand même un job qui a évolué avec les années, avec la nouvelle technologie, avec l'accès à l'information encore plus facile, encore plus accessible. Mm-hmm. Mais ma prochaine question, ça serait, c'est quoi le défi le plus important que vous avez eu à relever en 2020 en tant que vulgarisateur d'information et d'économie? Parce qu'on sait, là, vous vulgarisez de façon exceptionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi fans, nous autres. Donc, c'était quoi votre défi le plus important que vous avez relevé? Le défi le plus important, surtout, bon, on parle de 2020, c'est une année je veux dire, qui sort de l'ordinaire à bien des points de vue. Je dirais que le plus difficile, ça a été de faire comprendre, d'analyser presque en temps réel des nouvelles, des annonces qui venaient au jour le jour. Lorsque la pandémie a frappé, lorsque les gouvernements ont tout de suite déployé des programmes d'aide, il y avait des millions de Québécois, des millions de Québécois qui étaient rivés à leur téléviseur ou qui étaient sur les médias sociaux et qui essayaient de comprendre ce qui se passait, qui se demandaient qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à quoi j'ai droit, comment je vais traverser cette crise-là alors que tout le monde faisait face à un trou noir et que le gouvernement lui-même n'arrivait pas à comprendre peut-être tous les aspects des programmes qui étaient présentés. Alors, ce que ça impliquait, ça, c'est d'avoir de l'information brute, là, parfois un document, d'avoir 10 minutes pour le comprendre, d'avoir 3 minutes pour poser tes questions au ministre parce que le ministre te donne son numéro de téléphone, puis là, tu l'appelles, puis là, tu dis, ouais, mais il y a tel cas de figure, tel cas de figure. Le ministre n'est pas au courant. Appelle le sous-ministre, appelle le fonctionnaire. Bang, tu t'en vas en ondes, tu réponds aux questions des gens. Ça a été 2020, le principal défi à travers cette pandémie-là. Ça a été la rapidité d'exécution. Ça a été de comprendre parfois des programmes extrêmement complexes et d'arriver très rapidement avec des réponses aux questions que se posaient les gens. J'ai reçu cette année, je peux pas les compter, mais ça se compte par dizaines de milliers de courriels, de messages Facebook, d'appels, de gens qui parfois vivaient des situations de détresse, qui étaient plongés dans l'inconnu. Et ma mission dans tout ça, ça a été en partie de les aider, de les accompagner, puis d'essayer ensemble de mieux comprendre ce qui allait se passer. Alors, au niveau de voilà. Au niveau de l'information, M. Zappa, il y a tout ce qui est véhiculé par les médias traditionnels que l'on peut lire, mais sûrement, comme tout le monde dans le domaine des médias, vous avez reçu ces fameux courriels avec des fake news, les gens veulent comprendre, savoir si c'est vrai. Dans tout ce qui a été comme envoyé dans ce flot d'informations, que ce soit vrai ou que ce soit faux, comment arrivez-vous à garder la tête froide et à ne pas vous faire justement embarquer dans cette espèce de tsunami de fausses informations et glisser sur une peau de banane? Comment vous arrivez à garder le focus sur ce que vous avez à véhiculer? C'est de se fier sur les sources fiables, les sources que l'on sait qui vont nous donner l'heure juste. Il y a un paquet d'informations, vous avez raison de le dire, là, qui circulaient à tout moment sur différents programmes, etc. Et moi, je me fiais, et il faut dire, les gouvernements étaient très collaboratifs dans cette période-là parce qu'ils savaient que avec les chaînes d'information, ils réussiraient à toucher les gens, puis peut-être à expliquer aux gens ce à quoi ils avaient droit. Et ça a été toujours de me fier aux sources officielles pour divulguer de l'information et de ne jamais hésiter, c'est ce que j'ai fait tout au long de l'année, à poser des questions, quitte à avoir l'air
je me surnommais parfois quand j'appelais les gens le fatigant. Salut, c'est le fatigant. J'ai une situation à te soumettre. Je viens de recevoir 200 courriels. Les gens se demandent, ils sont dans telle situation, et là, ils se demandent si le programme s'applique à eux. Puis je vous cacherai pas, puisqu'on parle plus précisément là, des programmes d'aide, que la rétroaction du public a été non seulement utile pour nous, les journalistes, mais beaucoup pour le gouvernement. Parce que, je vous donne un exemple, quand le gouvernement de Justin Trudeau a présenté la prestation canadienne d'urgence, il y avait des failles dans lesquelles bien des travailleurs tombaient et le gouvernement n'y avait pas nécessairement pensé. Et là, lorsque moi, je recevais 400 courriels par exemple, de gens qui étaient en recherche d'emploi sur le chômage et qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas droit à la PCU, moi, je pouvais me tourner vers le gouvernement et dire, écoutez, je viens de recevoir tant de courriels de gens qui disent, je suis dans cette situation-là, je n'y ai pas droit. Et quelques jours plus tard, rapidement, le gouvernement pouvait ajuster le tir et modifier les paramètres des programmes d'aide pour être certain qu'il n'y ait personne qui n'arrive pas à mettre du pain sur la table en ces moments difficiles. Donc, je vous dirais que ça a été un travail qui a été très valorisant parce que ça nous permettait rapidement d'aider des gens qui étaient dans le besoin. Dans une situation normale, là, dans un quotidien normal de journaliste, si on enlève la pandémie, là, est-ce que le gouvernement est aussi à l'écoute de la part justement d'informations que vous recevez ou d'une masse critique de gens qui vous envoient de l'information? Est-ce qu'ils portent la même oreille que ce qu'ils ont fait pendant la pandémie? Ben, c'est certain que, là, on parlait des programmes d'aide, puis il y a eu, je pense, une certaine collaboration dans l'urgence entre mon travail et le travail des décideurs. Mais en temps normal, mon travail, c'est beaucoup, et puis ça l'a été aussi pendant la pandémie, de questionner les décisions des gouvernements et de tenter d'obtenir des comptes. Je vous dirais qu'en temps normal, il n'y a pas nécessairement cette rétroaction aussi quotidienne et aussi rapide, mais je pense que majoritairement les élus avec qui je m'entretiens, et parfois je leur fais part de situations particulières, de réalités dans lesquelles les gens se trouvent, et c'est aussi notre rôle en tant que journaliste de présenter aux décideurs des situations qui parfois n'ont pas de bon sens. Et je vous dirais que dans la très grande majorité des cas, ces élus ont l'oreille attentive et écoutent ce qu'on a à dire, oui, effectivement. Donc là, on est à la fin de l'année. 2020, là, outre la pandémie, là, c'est quoi votre fait saillant de l'actualité que vous pouvez me dire? Ben, écoute, Benoît, moi, là, ça s'est produit cette année. Soit que ça a passé sous silence ou ça n'a pas eu la portée que ça aurait dû avoir dans l'actualité, que ce soit économique ou bref, dans ce que vous couvrez de façon générale. Ben, c'est certain que c'est aussi un incontournable. Ça a été l'élection américaine. L'élection américaine, évidemment, teintée par la pandémie, mais qui a tellement d'impact sur notre quotidien, notre réalité, notre dynamique politique, diplomatique. Je pense que c'est très certainement, si on met de côté la pandémie, l'événement numéro 1. Mais il y a vraiment eu énormément d'actualités économiques cette année. Puis, je vous dirais même depuis 2 ans, là, le Québec allait bien avant la pandémie, notre économie est en plein essor et il y a eu des nouvelles. Bon, je peux penser à la transaction entre Air Canada et Air Transat qui a fait énormément couler d'encre, qui va être aussi lourde de conséquences dans un monde post-pandémie. Il y a eu beaucoup de nouvelles dans cette année-là, parallèlement avec la pandémie, qui ont des incidences majeures sur l'économie du Québec. Et je pense que on n'a pas manqué de travail, effectivement, pour l'année 2020. Vous parliez justement de la transaction Air Transat, Air Canada, puis ça faisait partie de ce qu'on voulait vous parler, justement. Oui. Comment se fait-il qu'on n'ait pas retenu la deuxième offre qui a été présentée, on l'a à peine effleurée lors de la rencontre avec les différents actionnaires? En fait, la question que je me pose, parce que dans le cas de cette deuxième offre, la veille de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat, qui devait donc se prononcer sur la proposition avec Air Canada, moi, j'ai questionné Transat et je leur ai demandé, on fait une question toute simple, avez-vous reçu d'autres
une offre ou d'autres offres depuis les dernières semaines, les derniers mois. Et au début, on me répondait pas. Là, j'ai dit, écoutez, c'est simple, c'est oui ou c'est non. Avez-vous reçu d'autres offres? Et si oui, est-ce que vous avez l'intention de communiquer ces offres aux actionnaires? Parce que ça fait partie du devoir de fiduciaire, à mon avis, de la société, de rendre public au marché puis aux investisseurs, aux actionnaires, toutes les offres qui lui sont soumises. Alors, Transat refusait de me répondre, puis je pense que on a mis un peu de pression. J'ai sorti mon reportage le vendredi, en fait, c'était le soir, la veille de l'Assemblée. Et reportage dans lequel je parlais, entre autres, avec Michel Nadeau, Willy Gagnon du MEDAC également. Et il y avait plusieurs observateurs qui se demandaient qu'est-ce que Transat avait à cacher. Puis là, bang, le lendemain matin, 9h20, on est à 1 heure de la conférence extraordinaire, en fait, l'Assemblée extraordinaire des actionnaires. Et là, Transat dévoile qu'ils ont reçu une deuxième offre. Et en conférence de presse, lorsque je pose la question au PDG Jean-Marc Eustache, il me répond non seulement qu'il a reçu une deuxième offre, mais que cette offre-là était supérieure aux 5 $ l'action qui avait été soumise par Air Canada. Et qui plus est, que cette offre venait d'un homme d'affaires privé, de ce qu'on comprend, d'un investisseur privé qui n'avait aucun lien avec le domaine du tourisme et du transport aérien. Donc, une proposition qui, très certainement, n'aurait pas rencontré les mêmes obstacles sur le plan de la concurrence. Alors, la question de relance que j'ai posée à Jean-Marc Eustache, pourquoi ne pas dévoiler cette offre et pourquoi ne pas dire sur quels critères le Conseil s'est basé pour la rejeter? On n'a pas voulu répondre à cette question-là. Donc, il y a des questions de transparence, puis c'est moi qui le dis, mais il y a bien des experts qui l'ont soulevé. Pourquoi le Conseil de Transat s'est entêté à ne pas dévoiler aux actionnaires cette offre et pourquoi ne pas dire sur quels critères ils se sont basés également pour la rejeter? Alors, c'est une question, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Mais ce qui est dommage, Sylvain, excuse-moi de petites secondes, mais ce que je trouve dommage, moi, dans cette situation-là, c'est que le conseil d'administration a des obligations face aux investisseurs, aux actionnaires, et à mon avis, dans ce genre de proposition-là, ça fait partie de leur devoir de transmettre, justement, surtout si c'est une offre qui est supérieure, puis si ils veulent communiquer, en fait, s'ils en privilégient une plus que l'autre, pourquoi qu'ils en recommandent une en étant en mesure de la justifier. Et là, malheureusement, je trouve que le conseil d'administration a un certain odieux de ne pas avoir présenté ça. Et surtout si l'intérêt, l'homme d'affaires ou le groupe qui avait fait la proposition, surtout si c'est un groupe québécois, ça aurait été agréable d'avoir ça. Là. De toute façon, on peut lire un peu entre les lignes sans y aller avec... c'est facile de lire entre les lignes, effectivement. Puis, la question, ultimement, c'est de voir, lorsqu'on lit la convention d'arrangement, donc l'accord qui avait été scellé entre Transat et Air Canada, ce que le Conseil dit de Transat, c'est nous, on va analyser la proposition selon plusieurs critères. C'est assez flou, donc il y a place, c'est éminemment subjectif. Et si on juge que l'offre est supérieure, là, on la soumettra aux actionnaires. Mais, je veux dire, sur quelle base vous jugez que cette offre-là n'est pas supérieure? Si vous venez nous dire qu'elle était à 6 $ l'action ou plus, si vous nous dites que ça vient d'un investisseur privé qui n'aurait pas rencontré d'obstacles face à la concurrence, là, on peut spéculer. Est-ce que ce sont des raisons politiques? Est-ce que ce sont des raisons juridiques? Est-ce que ce sont des raisons stratégiques? Tu sais, Transat aurait pu dire, par exemple, nous, on voulait un repreneur, un acheteur qui est issu du domaine du transport aérien parce qu'on pense que pour la concrétisation du plan d'affaires, etc., l'avenir de la société, je veux dire, Transat aurait pu au moins nous présenter ses arguments, mais ne l'a pas fait. Alors, c'est sûr que si j'étais un actionnaire de Transat, j'aurais aimé avoir, en tout cas, des réponses à mes questions. Vous qui êtes au fait de l'actualité, qui suivez l'actualité quotidiennement, surtout au niveau économique, avez-vous l'impression que cette transaction va faire naître un nouveau transporteur québécois? Il y a une possibilité. En fait, le monde du transport aérien
va être transformé à jamais, ou en tout cas pour les prochaines décennies, par la pandémie. Il faudra voir avec quelle vigueur on assiste à une reprise. Est-ce qu'un plus petit joueur, là, comme par exemple celui qui est en train de naître à l'aéroport Saint-Hubert, pourrait prendre plus de place? On a toujours le problème des liaisons régionales également qui préoccupent bien des entrepreneurs à travers le Québec. Puis je sais que le gouvernement Legault aussi suit la situation de près. Il y a des besoins, mais dans le transport aérien, je veux dire, c'est une industrie qui est tellement particulière, qui est cyclique, où les marges sont extrêmement faibles. Je veux dire, c'est vraiment pas évident de diriger une compagnie aérienne, de faire en sorte qu'elle soit profitable avec un modèle d'affaires durable. Donc, il y aura peut-être possibilité pour un autre joueur de faire sa place. Puis on verra aussi surtout les décisions des autorités de la concurrence. Moi, je vais vraiment surveiller ça en début d'année parce que d'ici février, à la fois Transport Canada et la Commission européenne vont rendre des décisions. Est-ce qu'ils pourraient dire à Air Canada, ben là, vous allez couper des liaisons, vous allez réduire certains trajets, vous allez en annuler certains, ce qui pourrait donner de la place à d'autres joueurs. Donc, ça va bouger en début d'année. Ça va bouger pas mal de ce côté-là. Oui, puis c'est une question complexe. Tu sais, la liaison, nous, on est au Saguenay, donc à Bagotville, Montréal. Tu sais, c'était quand tu voyageais, entre autres, avec Air Canada, ben, tu faisais un vol transatlantique, puis tout était inclus. Ça coûtait moins cher de partir de Bagotville que de se déplacer à Montréal, puis de prendre le vol international à partir de Montréal. Donc, ça devenait un avantage. Là, avec tout ce qui s'est passé, ben, c'est sûr que ça change la donne, mais espérons que justement que les régions puissent être connectés davantage, surtout avec le vol aérien, d'autant plus qu'on a un des gros problèmes au Canada, c'est notre fameux étalement urbain, hein, c'est nos petites localités un peu partout. Oui, puis honnêtement, moi, le message que je lance aux compagnies aériennes puis au gouvernement, réglez votre bras de fer sur l'aide financière à injecter dans l'industrie rapidement. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certaines compagnies aériennes qui utilisent des leviers pour faire pression sur le gouvernement. Tu sais, exemple, je te coupe tant de liaisons, je refuse de rembourser mes passagers, mais le jour où tu vas peut-être me filer quelques milliards de dollars, là, je pourrais peut-être revoir certaines décisions. On a vu ça au cours des derniers mois, ce bras de fer-là entre, d'un côté, le ministre des Transports, Marc Garneau, le gouvernement libéral, et de l'autre côté, l'industrie. Alors, il est temps, je pense, le plus rapidement possible, non seulement pour le bien de l'industrie, mais pour celui des régions de partout au Canada, qu'on règle cette question-là puis qu'on passe à autre chose. Tantôt, Pierre-Olivier, tu parlais que tu faisais de la traduction simultanée. On l'avait remarqué justement pendant les débats américains. On le remarque aussi dans les points de presse, dans la traduction de la période de questions. On se questionnait, Sylvain et moi, à savoir, dans le fond, c'est quoi ce trip-là de vouloir traduire? C'est quoi ce défi-là? Parce que veux pas, c'est pas évident. Faut être directement dessus. C'est de l'instantané. Il n'y a pas place à l'erreur. Donc, à toi, mon cher. C'est un défi, c'est un des plus gros défis, je vous dirais, dans mon travail au quotidien parce qu'effectivement, ça requiert une concentration incroyable, surtout quand ce sont de longs points de presse, là, comme ceux par exemple, de Justin Trudeau ou encore Donald Trump aux États-Unis. Et tout ça a commencé de mémoire autour de 2015. Un de mes patrons m'appelle, puis il y avait personne pour faire la traduction d'un discours de Barack Obama à l'époque. On était un samedi, j'étais à TVA, puis là, je dis je vais l'essayer. Je l'ai essayé, puis ça a fonctionné, puis depuis ce temps-là, j'ai peut-être perfectionné un peu ma façon de faire. Puis j'aime ça parce que ça me permet de suivre les conférences de presse. C'est un beau défi intellectuel. Puis depuis le début de la pandémie, je peux le faire aussi de la maison parce que j'ai travaillé 6 jours sur 7 pendant plusieurs semaines. Et le 7e jour, je demandais à mes patrons congés. Ils me disaient, il y a un point de presse. Alors, j'ai maintenant un module portable de traduction qui me permet de traduire les points de presse, peu importe où je me trouve sur la planète. Alors, c'est fantastique. Je vous donne un exemple. Je suis au chalet. Je peux traduire un discours de Joe Biden. Je suis sur l'autoroute, je reçois un appel de mes patrons. On a un point de presse. Je sors de l'autoroute, je reste dans ma voiture. On me met le point de presse dans les oreilles. J'ai mon micro-casque et je peux traduire le point de presse en direct.
c'est une confidence que je vous fais parce que je ne l'ai jamais abordé publiquement, mais il y a des points de presse. Il y a des points de presse que vous entendez où je suis dans ma voiture avec un équipement quand même de haute qualité et je peux traduire le point de presse en direct. Puis je pense que ça rend un service à bien des gens. Là. Je pense entre autres à certains points de presse où Justin Trudeau passe de l'anglais au français, puis là, il y a de l'information souvent cruciale qu'on doit capter. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont bilingues, mais il y a aussi beaucoup de Québécois qui maîtrisent pas nécessairement l'anglais. Donc, je le vois comme un service qu'on rend aux téléspectateurs. Je me posais la question, puisqu'on est dans les confidences, est-ce qu'il est arrivé quelquefois où on n'a pas répondu la même chose en anglais qu'en français? Oui. Puis, il y a des fois où je vous dirais qu'en français, pour certains politiciens, c'est beaucoup plus difficile à comprendre qu'en anglais. Puis, je vais y aller d'une autre confidence. Parfois, je les aide un peu. Parce que il y a des politiciens qui ne parlent pas très bien en anglais et je sais où ils veulent en venir, mais leurs mots parfois ont absolument aucun bon sens. Tu sais, il y a parfois des phrases, là, tu dis OK, je peux pas te traduire ça littéralement, sinon je vais avoir l'air fou, puis le téléspectateur va se dire non, mais le traducteur est complètement dans le champ. Alors quand je comprends le sens de la phrase, le sens du propos, même si les termes en anglais sont erronés, je vais le traduire, puis je vais permettre aux gens de comprendre ce qui se dit. Là. Vous êtes régulièrement dans le monde économique. Vous suivez ça, ma foi, quotidiennement. Et là, on parle de plus en plus de la relance avec l'arrivée du vaccin. On s'enligne vers ça. Est-ce que le Québec est positionné pour une relance qui sera positive ou si on a encore du travail à faire? Je sais que le Canada nous a bien positionné, lui, en aidant financièrement les individus et les entreprises. Mais est-ce que le Québec a fait de même? Est-ce qu'il s'est bien préparé? Parlons du point de départ. Une récession historique. Dans l'ère moderne, on n'avait jamais vu un tel ralentissement de l'activité économique provoqué par la pandémie, mais surtout provoqué par les gouvernements qui ont choisi l'option des confinements pour réduire la transmission du virus. On est dans une récession qui est également inédite de par sa configuration. Je pense que dans l'histoire, jamais on a vu une récession où les ménages se sont enrichis. La richesse des ménages a augmenté pendant cette récession. Le revenu disponible est plus important. Le ratio d'endettement à un certain moment pendant la pandémie est revenu au niveau de 2011 au Canada. Les gens, grâce à l'injection, grâce au programme d'aide du gouvernement, avaient plus de revenus disponibles. Et d'un autre côté, avec la baisse des taux d'intérêt, ont vu leur propriété immobilière, leur patrimoine s'apprécier de façon considérable. On remonte dans le temps en mars, on annonce une récession historique. Qui aurait cru que le marché immobilier allait être en feu? Qui aurait cru que les gens allaient acheter des sidous, des skidous, des chalets comme jamais? Personne n'aurait pu prévoir ça. Qui aurait pu penser que le prix des matériaux, le prix du bois allait exploser parce que les gens allaient se mettre à rénover, à acheter des propriétés? Ça, c'était totalement imprévisible. Il n'y a aucun économiste ou prévisionniste qui n'avait vu ça. Alors, on parle là aujourd'hui de la relance. Il faut dire que notre point de départ est celui d'une économie qui, malgré une contraction historique, a réussi à se maintenir sous respirateur artificiel et à permettre aux gens de traverser la crise. Et à mon avis, avec l'arrivée du vaccin, le déploiement au cours de la prochaine année, le Québec est quand même très bien positionné pour la relance. Entre autres, en raison de la composition de son tissu économique. On est... attendez... Je vous ai perdu, messieurs. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend toujours. Écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui m'appelle pour un gros dossier. Alors, confidence, là, je vais peut-être sortir une grosse nouvelle ce soir ou la semaine prochaine. Mais okay. J'ai refusé l'appel et je vais continuer sur ce que je disais. Donc, le tissu économique du Québec est particulier parce qu'on est une économie de PME, de petites entreprises, ça devait être vraiment important, messieurs, parce que la personne vient de me rappeler, mais elle va attendre parce que je suis avec vous dans le podcast. Alors, merci, c'est vraiment apprécié. Alors,
Donc, le fait que nos petites entreprises, tu sais, les PME, c'est 99% des entreprises au Québec, aient cette flexibilité-là, aient pu s'adapter très rapidement, puis soit dans un paquet de secteurs de l'économie, je pense que ça va grandement nous aider. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer les dommages faits par le confinement puis les mesures sanitaires au domaine de la restauration, du divertissement, du tourisme. Mais comme on a une économie au Québec qui est très diversifiée, je suis confiant qu'on va mieux s'en sortir qu'ailleurs à travers le monde. Tu sais, si j'étais en Italie ou en France, où le tourisme occupe une place incroyablement importante dans l'économie, là, je serais inquiet. Parce que je suis pas certain que du jour au lendemain, quand les gens vont être vaccinés, ils vont se remettre à voyager. Le télétravail va profondément transformer nos façons de faire, moins de voyages d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'une économie diversifiée comme celle du Québec, à mon avis, va être plus résiliente. Je pense qu'on est aussi très investi dans des secteurs d'avenir, le numérique, l'intelligence artificielle, les technologies vertes. Donc, moi, j'ai quand même confiance, puis je suis quand même très optimiste par ce qui s'en vient au cours des prochaines années. Mais encore là, il y a tellement d'incertitudes à ce moment-ci que personne n'est sûr de rien. Pierre-Olivier, sur une note encore un peu plus personnelle, on ne veut pas savoir c'est quoi ton scoop. Inquiète-toi pas. Écoute, c'est peut-être lié à Transat, indice. Ah, OK, c'est bon. Juste savoir, en fait, tu sais, dans le fond, tu es une personnalité quand même publique, là, étant donné que tu es journaliste, puis tu t'occupes ton foyer à chaque jour. C'est qui tes mentors? À toi, c'est qui tes modèles? Qui t'inspire? Si j'avais une personne à choisir et qui est une source d'inspiration de par sa passion, son dévouement, l'attention qu'il porte pour ses collègues, sa grande expérience, son humanisme, ce serait Pierre Bruno. Pierre, évidemment, je le côtoie depuis plusieurs années maintenant. C'est devenu mon voisin de bureau pendant la pandémie parce qu'on nous a installé des plexiglas, on a reconfiguré la salle des nouvelles. Donc, je dirais que je l'ai côtoyé de façon plus étroite au cours de la dernière année. Et franchement, c'est quelqu'un qui a une passion, un dévouement, un amour de ce qu'il fait, puis une préoccupation d'être là pour le public, d'aider, de se rendre utile. Puis ça, je trouve ça tellement inspirant. Puis c'est quelque chose auquel j'aspire. Puis Pierre est quelqu'un aussi de très impliqué au sein de la Fondation. Tu sais, les gens ne voient pas ça à la maison, mais Pierre se déplace, va voir des enfants malades. Il fait un paquet de trucs autour de son travail qu'on ne voit pas. Donc, sincèrement, c'est quelqu'un que j'admire. Puis, je me sens privilégié de travailler aux côtés de quelqu'un comme ça qui, évidemment, occupe une place de choix dans le cœur de bien des Québécois aussi. J'ai la semaine, je pense que c'est la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, il parlait, en fait, c'était sur un bulletin du midi, puis Pierre Bruno a interviewé un médecin et il parlait justement du vaccin. Puis à un moment donné, il y a eu une foulée d'émotions. Ça a même duré pendant quasiment 20 minutes dans son bulletin. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment senti que c'était une personne très humaine, très, je veux pas dire fragile, mais qui avait un cœur. Puis des fois, c'est quelqu'un, tu sais, Pierre, c'est quelqu'un de très sensible puis de très attentionné, non seulement pour le public, pour les enfants qu'il côtoie avec la Fondation, mais aussi avec ses collègues. Tu sais, moi, je me souviens quand je suis arrivé à TVA puis que j'ai commencé en ondes, Pierre était là, toujours là pour répondre aux questions, pour nous aider. Si on avait un pépin, on savait qu'il était là. Pour nous donner des bons conseils, des tapes dans le dos, nous féliciter. C'est un joueur d'équipe, puis c'est quelqu'un qui est très respecté par ses collègues et ses pairs et qui est énormément apprécié. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est très drôle aussi. Alors, on a beaucoup de plaisir à blaguer puis à détendre l'atmosphère là, quand parfois c'est plus difficile. Je dirais que pendant la pandémie, on travaillait tous 6-7 jours sur 7, donc parfois ça devient lourd. Puis heureusement que
Pierre était là pour parfois détendre l'atmosphère, y aller de petites blagues qui font rire tout le monde sur le plateau, là. C'est bon, ça. D'ailleurs, Pierre-Olivier, moi, je vais te faire une confidence. J'ai enregistré un de tes bloopers que tu as fait pendant la pandémie. Hey, sais-tu quoi? Je pense que je sais c'est lequel. Tu sais c'est lequel? Est-ce que ça impliquait des policiers? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, c'était magique. En rewind, écoute, ça a été très drôle. C'était vraiment très drôle. On dit les corps policiers. C'est important de bien prononcer corps policiers. Exact. Mais il faut dire que cette fois-là, j'étais fatigué. Mais ça avait vraiment sorti les porcs policiers. Écoute, en sortant du studio, je reçois un appel de Robert Poetti, l'ancien ministre, puis élu libéral. Puis il m'appelle, il me dit comme ça, je viens de t'entendre à TVA. Il me dit, est-ce que tu viens de livrer le fond de ta pensée? Écoute, j'en ai eu pour quelques jours à faire l'objet de taquineries de mes collègues. Ah, c'est bon, ça. Alors, écoute, Pierre-Olivier, moi, de mon côté, j'ai plus de questions. Toi, Sylvain, est-ce que tu avais d'autres questions? Je te laisserai le mot de la fin, mon cher ami. J'attendais que mon téléphone cesse de sonner. Un autre scoop? Un autre scoop? Oui, peut-être moins important que le tien. C'est un financement hypothécaire. Il y a d'excellents taux à l'heure actuelle. Je sais. Je suis courtier hypothécaire. J'en négocie tous les jours. Non, sérieusement, je ne suis pas surpris en ce qui a trait à ton mentor et à sa bonhomie et sa grande implication. C'est pas la première fois qu'on entend parler de la grande générosité de Pierre Bruno. Mais écoute, si tu avais à remplacer Pierre Bruno, parce qu'un jour il va prendre sa retraite, assurément, est-ce que ce serait le genre de défi qui pourrait t'intéresser? Écoute, moi j'espère que Pierre va rester encore longtemps avec nous parce que c'est un collègue en or, puis c'est quelqu'un qui a tellement établi un lien fort avec le public. Alors, écoute, ce que je fais en ce moment me plaît énormément, puis on verra un jour où mon avenir professionnel va me mener. Mais pour l'instant, je préfère avoir Pierre à nos côtés. Et puis, j'ai le plaisir au quotidien de travailler avec une équipe. Tu sais, j'ai parlé de Pierre, mais j'ai des collègues en or. La salle des nouvelles de TVA, c'est une grande famille, c'est une belle famille. La pandémie, je vous dirais que ça a été facile pour personne dans la salle des nouvelles, non seulement parce que il y avait une pression au travail, puis nos façons de travailler ont été transformées. J'ai des collègues qui sont là sur le terrain chaque jour au front, qui doivent utiliser une voiture séparément de leur caméraman, qui doivent monter leur reportage séparément. Je veux dire, la pandémie a transformé aussi notre façon de faire en tant que journaliste, a transformé la salle des nouvelles. Il faut travailler maintenant à distance. Il n'y a plus de réunions de production comme il y en avait. On est tous séparés par des plexiglas. On doit porter le masque, on arrive en ondes. Je veux dire, nos façons de travailler ont beaucoup évolué. Puis pendant ce temps-là, je sais que j'ai plusieurs de mes collègues qui font face aussi sur le terrain à des insultes, des menaces, parce que je pense que la pandémie a aussi exacerbé la détresse de certaines personnes. Puis cette détresse-là, parfois, s'exprime de différentes façons. Puis moi, je lève mon chapeau à mes collègues qui au quotidien travaillent extrêmement fort sur le terrain, puis rapportent la nouvelle, puis sont fidèles au rendez-vous. Ils font un travail extraordinaire, puis un travail qui est tellement exigeant en temps de pandémie que je ne peux que saluer leur courage au quotidien. Puis je pense que tout le monde va apprécier le temps des fêtes cette année pour peut-être reprendre un peu les énergies qui ont été investies au cours de la dernière année, parce que physiquement, je vous dirais, pour plusieurs de mes collègues, ça n'a pas été nécessairement évident, là. Un gros merci à toi de cette générosité d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est une super belle discussion. Benoît, Sylvain, merci de l'invitation. Puis je salue tous ceux qui vont profiter du temps des fêtes ou du début de l'année 2021 pour écouter le podcast. Et je nous souhaite un beau 2021. Oui. Tourné vers l'avenir. Donc, toute une entrevue, hein, mon cher Sylvain, tout un personnage, ce Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, écoute, il est tombé dedans quand il était petit, c'est le cas de le dire, et ça se sent dans sa façon de parler de son métier. On y sent toute la passion qu'il met, et c'est pas pour rien que ces gens-là nous marquent. Ces gens-là ont une certaine aura
de réussite, c'est que cette passion-là est bien véhiculée, elle est positive, elle est contagieuse, pour ne pas prendre un terme trop souvent véhiculé ces temps-ci. Mais sérieusement, c'est l'étoile montante de l'actualité et de l'économie présentement au niveau télévisuel. Et je pense qu'il est là pour rester longtemps. Oui, puis ce que j'aime aussi, son côté humain. Tu sais, depuis le début du processus là, pour l'inviter au podcast, elle m'a toujours répondu, toujours été là. Tu sais, c'était simple, facile. On l'a même vu dans l'entrevue. On discutait avec lui. Il dit, écoute, je suis avec vous autres, je le rappellerai. Même si j'ai une confirmation de scoop, là, c'est avec vous autres que je suis. C'est un vrai fin. Moi, je suis épaté. Non, mais c'est vrai. Il aurait pu nous dire, bon, OK, on va couper au montage, mais non, on continue, regarde, je suis avec vous. Par expérience dans le monde des médias depuis quelques années, c'est souvent justement les plus grands qui sont les plus accessibles, les plus humains. Ça détonne de certains wannabes, entre guillemets, qui, eux, à quelque part, adoptent des comportements d'arrivistes et qui, malheureusement, n'ont encore rien réalisé. Et pour Pierre-Olivier Zappa, nous, on a l'impression qu'il en fait beaucoup et probablement, si tu lui poses la question, on a d'ailleurs dû lui poser, il n'a encore rien réalisé dans sa carrière. Non, je pense que c'est un début avec le potentiel et le talent qu'il a. Ouais, exactement. Quand il a parlé du fait que, il a été enseignant, assistant chargé de cours. Il a même travaillé dans les quincailleries. C'est un monsieur tout le monde, là. C'est tout à fait. Puis, tu sais, une maîtrise, je pense, au niveau politique, là, en sciences politiques. Tu sais, c'est un CV là, avec un horizon très, 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 très vaste. Donc, ça va être à surveiller. Je pense que il va être à suivre pour les prochaines années. Donc, écoute, Sylvain, il me reste de mon côté à te remercier de ta participation pour cette entrevue. Alors, on se reparle lors du prochain entretien. Ben Lala, hors série. Bon, Lala.